Comment ils vont? Audi a gagné partout. Au Mans, en rallye, en DTM, mais jamais en Formule 1. Et pendant des décennies, Audi a toujours refusé d'y aller. Trop cher, trop politique, pas assez aligné avec son image. Et puis soudain, Audi a dit oui. Pas comme motoriste, pas comme partenaire, mais comme constructeur officiel. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pas comment, c'est pas avec qui, c'est pourquoi maintenant? Parce qu'Audi ne débarque pas en Formule 1 par hasard, et surtout, Audi ne vient pas pour participer. Dans cette vidéo, on va comprendre ce qui a vraiment changé, pourquoi Audi a fait ce choix précis, et pourquoi ce projet est à la fois logique et extrêmement risqué. Allez, on en parle. On commence la saison, c'est important de nous envoyer de la force. Alors si ce genre de vidéo te plaît, abonne-toi, laisse-nous ton meilleur pouce levé, et profite de la vidéo. Et pour comprendre pourquoi Audi est venu en Formule 1, il faut déjà corriger une idée très répandue. Audi n'a jamais raté la F1. Parce que pendant des décennies, Audi aurait pu y aller. Ils avaient l'argent, ils avaient la technologie, ils avaient le palmarès, mais ils ont toujours dit non. Pas parce que la F1 n'était pas prestigieuse, pas parce qu'elle n'était pas populaire, mais parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'Audi voulait raconter. À l'époque, la F1 c'était surtout des moteurs ultra gourmands, une image très polluante et un sport où l'innovation servait rarement les voitures de série. Je parle souvent de laboratoire de l'industrie, mais en réalité c'était quand même beaucoup moins le cas sur les dernières années. Donc pour Audi, ça collait pas. Audi, c'est une marque qui a toujours utilisé le sport auto comme une vitrine technologique. Le quattro en rallye, le diesel au Mans, l'hybride en endurance et même l'électrique sur le Dakar. En fait, à chaque fois, Audi allait courir là où elle pouvait prouver quelque chose. Et pendant longtemps, la F1 ne prouvait rien d'utile pour eux. Sauf que, ça a changé. Je l'ai expliqué dans cette vidéo, on est à l'aube de l'un des changements de réglementation technique les plus intenses de l'histoire. En 2026, la F1 change complètement de philosophie. Les moteurs deviennent hybrides à 50%, les carburants deviennent durables, et surtout la F1 assume un discours technologique et environnemental. En fait, pour la première fois peut-être, la F1 devient compatible avec ce qu'est Audi aujourd'hui. Et c'est là le point clé. Audi n'a pas changé pour la F1, c'est la F1 qui a changé pour Audi. À ce moment-là, la question n'était plus vraiment est-ce qu'Audi va venir, puisque ça en vrai on l'a su assez vite. La question était devenue allait-elle oser y aller à fond? Et Audi a fait un choix très clair. Elle ne veut pas être motoriste, elle ne veut pas être partenaire, elle ne veut pas coller son logo sur une voiture existante. Audi veut le projet entier. Le moteur, l'équipe, la responsabilité, le risque. Une décision forte mais pas évidente dans un groupe Volkswagen en transition. Et oui, vous l'avez capté, ce choix d'y aller à fond, il a une conséquence immédiate, le coût. Arriver en Formule 1, ça coûte extrêmement cher, même si tu rachètes, on en parle plus tard, et même s'il y a un cost cap. Du coup, elle a financé son projet avec des partenaires, dont la QIA, la Qatar Investment Authority. Et ça, c'est vraiment important. Pas par rapport à la provenance de l'argent, mais parce que cet investissement, même si minoritaire, solidifie le projet. En fait, Audi ne vient pas en F1 seulement parce que ça change, elle vient parce que le projet est suffisamment verrouillé financièrement pour ne pas dépendre du prochain plan économique du groupe. Vous le savez, il peut se passer des choses en interne qui vont avoir des conséquences sur ce qu'on voit en F1. Typiquement les plans économiques décidés par les boards. Donc vous l'aurez compris, Audi aujourd'hui c'est un constructeur à part entière qui arrive en Formule 1. C'est un projet solide, réfléchi, préparé, structuré. Et vous allez comprendre au fil de cette vidéo qu'il n'y a pas que cette nouvelle réglementation qui fait qu'Audi est arrivé. Mais avant de parler de ça, je sais qu'il y a une question que vous posez souvent les gars, qui revient souvent dans les commentaires et dans les questions. Et en vrai je comprends. C'est, à la base, pourquoi Audi et pas Porsche? À partir du moment où on s'est dit que l'ADN F1 allait à Audi maintenant, une autre question arrive immédiatement. Pourquoi Audi et pas Porsche? C'est le même groupe. Porsche c'est peut-être un peu plus sport, un peu plus proche de Ferrari, Alpine, tout ça. Mais c'est Audi qui arrive. Pourquoi? Eh ben faut dire que c'était pas écrit d'avance les gars. Porsche aussi était sur le dossier. Porsche aussi regardait très sérieusement la F1 et Porsche aussi voyait dans la réglementation 2026 une opportunité. Mais la différence entre Audi et Porsche, elle n'est pas technique, elle est philosophique. En fait, Porsche voulait entrer en F1 via un partenariat fort. Et ça a été très très loin avec Red Bull. En 2022, les gars, ça a été à ça de se faire. Les discussions ont été réelles, sérieuses, avancées, mais très vite un problème fondamental est apparu. Red Bull voulait rester maître de son projet, Porsche voulait un vrai poids décisionnel. Et en F1, quand deux entités veulent diriger, en général, ça tient pas. Personne ne voulait lâcher le contrôle. À l'époque, c'était Christian Horner aux commandes. On le savait pas encore, mais on était à l'aube d'un shift majeur dans leur commandement. Résultat, le projet s'est arrêté. Porsche a reculé et Red Bull a lancé Red Bull Powertrain. Et c'est là que la différence avec Audi devient évidente. Audi, elle, n'a pas voulu d'un partenaire dominant. Elle a cherché un projet à construire de zéro. Pas pour partager les responsabilités, mais au contraire pour les assumer complètement. Là où Porsche voulait s'insérer dans une structure existante, Audi a, elle, voulu devenir la structure. Le moteur, l'équipe, la stratégie. Et surtout, les conséquences. Parce que là, pour Audi, la F1, c'est pas qu'un terrain d'expression marketing. C'est un terrain de vérité, comme elle l'a montré dans toutes les catégories où elle s'est engagée. En F1, soit tu gagnes, soit t'es exposé. Parlez-en à Ferrari. Et Audi accepte cette exposition totale. Pas de moteur client, pas de partenaire à blâmer, pas d'excuses. Si ça marche, Audi en récoltera tout le crédit. Et si ça échoue, elle emportera seule la responsabilité. C'est précisément pour ça que le projet est crédible, et c'est aussi pour ça qu'il est assez risqué. Et pour assumer ce risque, Audi avait besoin d'une base solide. Une vraie équipe, une usine, une culture à transformer.
Et cette base, Audi ne l'a pas trouvée chez un géant déjà installé, elle l'a trouvée chez une équipe que beaucoup ont longtemps sous-estimée, Sauber. Si Audi a choisi de tout contrôler, encore fallait-il une base pour le faire. Et cette base, encore une fois, c'est pas une équipe championne du monde, c'est Sauber. Une équipe discrète, sérieuse, respectée dans le paddock. Une équipe historique, mais aussi une équipe qui pendant 30 ans n'a pas vraiment été construite pour gagner. Sauber, c'est une culture de la survie en fait. Faire beaucoup avec peu, être malin, efficace, c'est bien, ça marche, mais c'est pas vraiment une culture de domination. Alors quand je dis que Sauber n'a pas vraiment été construite pour gagner, les gars, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est juste un constat organisationnel. Parce que pendant des décennies, Sauber a fonctionné avec une logique très précise, maximiser chaque point, chaque opportunité, chaque saison, avec des moyens limités. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a pris des décisions techniques prudentes, que les prises de risques ont été mesurées, qu'on s'est basé sur des objectifs réalistes, souvent centrés sur la survie sportive plus que sur la conquête. En vrai, dans cette structure-là, finir 8e ou 9e au championnat, c'était parfois une réussite. Dans une structure Audi, ça, c'est pas acceptable à long terme. Et c'est là que la transformation devient extrêmement complexe. Parce que changer une culture en F1, c'est pas juste investir plus d'argent, c'est changer la manière dont une équipe pense ses priorités. Par exemple, accepter de sacrifier une saison pour préparer la suivante, accepter de prendre des risques techniques plus élevés, accepter que certaines décisions soient mauvaises, mais nécessaires. En vrai, historiquement, les équipes qui ont réussi ce genre de transformation sont très rares. Par exemple, Mercedes avant 2014, ils ont mis plusieurs années à restructurer complètement leur fonctionnement interne. Vous vous rappelez qu'ils avaient racheté Braun en 2009, équipe qui était championne du monde. Et à l'inverse, vous avez d'autres projets très ambitieux qui ont échoué, non pas à cause du moteur, mais à cause d'un choc culturel mal géré. Et ce que ça a pu impliquer pour Audi, c'est une remise à plat complète des méthodes de travail, des processus de décision, des circuits de validation et des responsabilités techniques. C'est pas un changement visible à l'extérieur, mais c'est probablement le chantier le plus long et le plus risqué du projet. D'ailleurs, il n'y a pas eu que ça, puisqu'il y a eu des alternoiements, des soucis au niveau structurel, ça a pas mal évolué depuis 2022. Ça a été compliqué, la stabilité elle n'a pas été facile à trouver, et je pense qu'en fait, ils sont quand même pas mal déjà subis. Quoi qu'il en soit, en F1, une équipe peut survivre très longtemps sans gagner, mais pour gagner, elle doit accepter de fonctionner différemment de tout ce qu'elle a connu jusque-là. Et c'est exactement ce qu'Audi doit attendre de Sauber. En fait, pour Audi, le défi, il commence exactement ici. Parce qu'acheter une équipe, c'est pas juste acheter une mentalité. Tu peux changer les logos, tu peux changer les dirigeants, tu peux injecter de l'argent, mais tu ne changes pas 30 ans de réflexes en un hiver. Audi est là depuis bien plus longtemps que ça, c'est une façon de parler, vous avez compris. Audi n'a donc pas racheté Sauber pour faire mieux, Audi a racheté Sauber pour tout reconstruire. Les process, les objectifs, la manière de penser la performance, et aussi, et j'ai peut-être envie de vous dire surtout, la manière d'accepter l'échec. Même si en vrai là-dessus, les équipes Sauber, elles sont habituées, puisque forcément téter en fond de grille, ça va. Je pense qu'ils seront plus très contents si ça va de mieux en mieux. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en F1, un constructeur qui arrive avec des ambitions élevées va forcément se planter au début, et il faut être capable de l'encaisser. C'est pour ça qu'Audi ne se contente pas d'un changement de nom, il restructure l'équipe en profondeur, il recrute, il redistribue les responsabilités, ils construisent un projet sur 10 ans, pas sur 10 courses. D'ailleurs, ils l'ont annoncé lors de leur lancement, leur objectif pour disputer un titre mondial, c'est 2030. Et comme si ce chantier n'était pas déjà immense, Audi a fait un choix supplémentaire. Un choix qui rend ce projet unique et terriblement dangereux. Audi arrive avec son propre moteur. Pas un moteur client, pas un moteur dérivé, un moteur intégralement conçu en interne. Et sur le papier, c'est logique, hein. Audi est un constructeur, Audi veut démontrer son savoir-faire, Audi veut maîtriser sa technologie, mais en réalité, c'est le point le plus fragile de tout le projet. Parce que le moteur 2026 repose sur une réglementation extrêmement précise. Et c'est là qu'on arrive à un point extrêmement sensible du projet Audi. Parce que oui, cette réglementation 2026 a été pensée pour les attirer sur le papier, mais une chose est très claire, il y a aussi un risque pour Audi avec ce règlement. Pourquoi ? Parce qu'en F1, le danger, c'est pas vraiment le règlement en lui-même, c'est plutôt ce qu'on en fait. On le dit souvent, en F1, le règlement n'est jamais uniquement technique, il est aussi politique. Et sur ce terrain-là, Audi arrive sans l'influence accumulée par les équipes présentes depuis 20 ans. Et oui, depuis bien longtemps maintenant, il y a des équipes qui arrivent à lire le règlement bien mieux que les autres. Elles savent vous pousser, elles savent vous interférer, elles savent vous se glisser dans les zones grises. Et quand on parle de ça, deux noms reviennent immédiatement, Mercedes et Red Bull. On peut ajouter McLaren sur les dernières années aussi. Ce sont des équipes qui ont une expérience énorme, pas seulement technique, mais politique, réglementaire, culturelle. Et Audi arrive en F1 avec une page presque blanche. Une expertise industrielle immense, oui, mais sans l'historique F1 de ces équipes-là. Et aujourd'hui, l'un des sujets qui inquiète le plus Audi, c'est un point très précis du moteur 2026, le taux de compression. C'est un sujet très technique mais aux conséquences énormes, on en reparlera plus en détail. Mais en gros, selon la façon dont ce point est interprété, on peut se retrouver avec des moteurs très différents tout en restant officiellement dans le cadre du règlement. Le problème, c'est que certaines équipes auraient trouvé le moyen d'exploiter ce paramètre, disons, plus intelligemment que les autres. On parle de Red Bull et Mercedes. Et ça pourrait créer des écarts énormes avec la concurrence. Alors la FIA peut interférer, on en parle dans une autre vidéo, mais en tout cas, une fois que ces écarts sont là, il est difficile de les rattraper. Et c'est exactement ce que redoute Audi. Parce que contrairement à Mercedes ou Red Bull, Audi ne peut pas s'appuyer sur 20 ans d'expérience F1 pour anticiper ce genre de scénario. Elle arrive avec une vision propre du règlement, là où d'autres arrivent avec une vision stratégique. C'est ce point-là qui va être super important pour Audi par la suite aussi, hein. C'est donc comment le règlement va être développé, comment il va être clarifié, et surtout comment il va être défendu dans le temps.
parce que pour Audi, c'est pas aussi facile que pour les autres. Comme je l'ai dit, ils ont moins d'expérience, donc ils pourraient être l'équipe la plus exposée de tout le plateau. Et ce, même si elle a eu du temps pour préparer son moteur au calme pendant que les autres se faisaient des saisons de 24 Grands Prix. Vous avez capté, hein. Il n'y a pas de moteur client pour compenser, pas de plan B, pas de raccourci possible. Tout leur projet repose sur une seule chose, la stabilité et l'équité du règlement 2026. C'est pour ça qu'avec cette histoire de moteur de Mercedes et Red Bull là, on a peur. Vous avez capté, c'est pour ça que le projet Audi, à mon sens, est aussi fascinant que fragile. Parce qu'on en a des exemples qui n'ont pas marché aussi. L'histoire récente l'a montré avec des projets comme BMW ou Toyota, qui avaient des moyens énormes mais une équation F1 disons mal maîtrisée, bah ça peut flopper quoi. C'est précisément ce qu'Audi veut éviter. Après bon, a priori pour Audi ça va, la voiture a déjà roulé, c'était la première en fait. C'était très en amont par rapport à ce que font habituellement les structures. Ce roulage à Barcelone, c'était pas une présentation officielle, c'était pas un événement de communication, c'était un roulage technique. On peut imaginer qu'Audi avait besoin de valider des éléments concrets, le fonctionnement global, l'intégration du moteur, les systèmes, et en vrai c'était cool parce que c'était la première fois que le projet Audi devenait audible. Le moteur a tourné, il a été entendu, et là faut le dire, on n'était plus dans les promesses. C'est bon, c'est lancé. Ce roulage très précoce, il montre une chose en revanche de façon factuelle, Audi a choisi de verrouiller la base le plus tôt possible. Ils veulent avancer tôt, tester tôt, corriger tôt, et dans un projet aussi exposé que celui-ci, ce calendrier agressif est un signal important sur le sérieux et l'intensité du programme. D'ailleurs, il y a un truc qui change tout et qu'on oublie souvent quand on parle d'un nouveau projet, c'est pas juste une question de moteur ou de budget, c'est une question de personne. Et Audi, vous le savez peut-être, même s'il y a eu quelques hauts et bas, je l'ai dit, a monté une équipe très rodée avec des profils qui ont déjà vécu des titres, des guerres de développement, des saisons à 24 Grands Prix. Et les deux personnes principales qui symbolisent ça, vous les connaissez bien, c'est Mattia Binotto et Jonathan Whitley. Binotto, c'est le patron du projet depuis un petit moment maintenant, donc au niveau opérationnel et technique. Et Jonathan Whitley, c'est un ancien pilier de chez Red Bull qui s'occupe du sportif. Et ça, c'est capital parce que ça répond à un problème que les nouveaux constructeurs découvrent trop tard. Construire une voiture, c'est une chose, construire une équipe qui sait gagner, c'en est une autre. Alors certains me diront que Mattia Binotto n'a jamais gagné avec Ferrari, ce qui est vrai sur la période récente, mais faux sur l'ensemble de sa carrière, puisqu'il faisait partie de l'épopée Schumacher pour ceux qui se rappellent. Et ouais les gars. D'ailleurs, pour terminer sur la structure, il y a un vrai sujet intéressant sur la façon dont Audi est implantée. Elle construit son châssis à Hinwil, donc dans l'ancienne usine Sauber. Elle développe son moteur en Allemagne, à Neuburg an der Donau, désolé pour l'accent. Et elle dispose d'une base satellite dans la Motorsport Valley en Angleterre, qui lui permet de recruter des talents et de faire travailler certains ingénieurs qui sont réticents à l'idée de déménager en Suisse. C'est ce triptyque qui régira donc cette équipe à partir de maintenant. Bref, Audi a construit, elle a structuré, et elle a été jusqu'à être très stratégique sur un aspect qui intéresse tout le monde, les pilotes. Quand Audi annonce ses pilotes il y a 2 ans, beaucoup de gens sont surpris. Pas de superstar, pas de champion du monde. Nico Hülkenberg d'un côté, Gabriel Bortoleto de l'autre. Audi n'a pas choisi des pilotes pour faire rêver, elle a choisi des pilotes pour construire. D'un côté, Nico Hülkenberg, un pilote expérimenté, quelqu'un qui connaît la F1, qui sait travailler avec des ingénieurs, qui sait encaisser des saisons difficiles. C'est peu de le dire, je parle de... Le gars sait encaisser, heureusement qu'il a eu son podium l'an dernier. Et de l'autre côté, on a un jeune pilote, rapide, ambitieux. Gabriel Bortoleto, un pari sur l'avenir. Un mec qui a un potentiel énorme, qui l'a montré l'an dernier, et qui surtout a fait des folies en formule de promotion en gagnant la F3 et la F2 back à back. Et en fait, je trouve que ce duo raconte exactement la même histoire que ce projet Audi. La stabilité d'un côté, la projection de l'autre. Pas de coup marketing, pas de solution facile, une logique froide. Parce qu'Audi, c'est une chose, les premières années vont être compliquées. Il y aura des erreurs, des week-ends ratés, des choix contestés. Et dans ces moments-là, t'as pas besoin de stars, pas besoin de diva, les gars. T'as besoin de fondations solides, de mecs qui encaissent, qui savent tirer profit du projet, qui sont contents d'être là, qui te soutiennent même quand ça va pas. Et en fait, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure nous permet de comprendre une chose, c'est le véritable objectif d'Audi. Parce que spoiler, Audi n'est pas venu en F1 pour voir ce que ça donne. Audi est venu en Formule 1 pour se mesurer. Pas à n'importe qui, pas à tout le monde. Elle vient pour se battre avec un rival précis, Mercedes. Mais ce duel, c'est pas simplement une opposition moderne entre 2 marques premium. Il est beaucoup plus ancien que ça. Parce que l'histoire d'Audi en compétition ne commence pas avec la F1 moderne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle remonte à Auto Union. Dans les années 30, bien avant la F1 telle qu'on la connaît aujourd'hui, Auto Union et Mercedes se livraient déjà des batailles majeures sur les circuits européens. 2 constructeurs allemands, 2 visions de la performance, 2 rivaux directs. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette rivalité, on la retrouve aujourd'hui presque de manière bouclée. Parce que l'équipe Audi a racheté Sauber, qui elle aussi un lien avec Mercedes. Et oui, à ses débuts en F1, Sauber a roulé avec des moteurs Mercedes, les trajectoires se sont déjà croisées. Donc en 2026, on n'a pas seulement une nouvelle équipe qui arrive en Formule 1. On a une marque qui revient sur un terrain où une partie de son histoire est restée inachevée, donc je parle pas forcément de la F1, mais bien du duel avec Merco, et qui se retrouve symboliquement à affronter sa rivale avec une structure qui a déjà croisé sa route. Alors ça garantit absolument rien sportivement, hein. Jusqu'à preuve du contraire, Audi n'a pas encore fait un tour et Merco, vous savez ce qu'on en dit, mais disons que narrativement, le cadre est vraiment très fort. Audi n'arrive pas en F1 pour exister, Audi arrive pour se mesurer au standard allemand historique.
Et ce standard, Merco l'a imposé pendant des années. 7 titres pilotes, 8 titres constructeurs, une domination totale, une vitrine mondiale, semaine après semaine. On l'a vécu, on l'a vu, c'était l'époque où ce mec-là était au top de sa forme. Et pendant tout ce temps-là, Audi regardait ça de l'extérieur. Les gars, pour Audi, regarder Merco régner sur la F1 sans y être, c'était peut-être accepter une forme de domination symbolique. Or, aujourd'hui, la F1 est redevenue le sommet de la crédibilité automobile. Même si ça a toujours été un peu le cas, là, vraiment, avec la notoriété de ce sport, on y est, quoi. Et force est de constater qu'Audi ne pouvait plus rester en dehors. Pas quand les règles changent, pas quand l'hybride devient central, pas quand l'image technologique compte autant. En entrant en F1 maintenant, Audi ne cherche pas simplement à gagner des courses. Elle cherche à se positionner, à dire on est là et on joue dans la même cour. Mais je l'ai dit, cette ambition a un prix. Parce qu'en Formule 1, les gars, soit tu réussis, soit tu es comparé. Et si Audi échoue, la comparaison avec Mercedes sera immédiate. Sans nuance, sans indulgence. C'est précisément pour ça que ce projet est aussi fascinant. Audi ne pouvait pas choisir un défi plus dur, et c'est exactement pour ça qu'elle l'a choisi. Audi n'est sûrement pas venue en Formule 1 pour apprendre, parce que pour Audi, apprendre en public, c'est déjà perdre. Elle est venue parce que c'était maintenant ou jamais en fait. La F1 a changé, les règles ont changé, le contexte a changé. Il y avait cette opportunité. Elle a bien saisi. Et en réalité, elle a accepté un risque que très peu de constructeurs sont prêts à assumer. Tout contrôler, tout assumer, tout exposer. Si ça marche, Audi entrera dans une nouvelle dimension. Et si ça échoue, ce sera l'un des projets les plus coûteux et les plus visibles de l'histoire moderne de la Formule 1. C'est pour ça qu'il faut suivre ça, les gars. C'est hyper intéressant. La bataille a déjà commencé. On est déjà sur les rails de cette saison 2026. Tout compte à partir de maintenant. Et je pense que ça va vraiment être hyper excitant à suivre. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe Audi en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!